Enquête. Christophe Ondelatte. Dans l'histoire que je vais vous raconter, on a l'ADN du tueur dès le début. Enfin, on le croit. Parce qu'à la fin, on condamne un homme dont ça n'est pas l'ADN. Il s'agit de l'enquête sur le double meurtre en 2003, à Mérarques, près d'Aix-en-Provence, de Chantal et Audrey D'Amato. C'est une belle claque pour la police scientifique. Je débrieferai cette histoire dans un autre podcast avec maître Patrice Reviron, avocat de la famille des victimes, dans ce dossier. La réalisation de ce podcast est signée Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène se déroule le 31 mars 2003 en fin de matinée à Mérarques, dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin d'Aix-en-Provence. Un homme déboule à toute berzingue en voiture et il se garde devant une maison. C'est la maison de sa femme, enfin de sa compagne, Chantal D'Amato. Ses collègues de travail à la mairie d'Aix l'ont appelée. Ce matin, elle n'est pas à son travail et elle n'a pas prévenu. Et ça les inquiète. Et lui aussi, ça l'inquiète. Chantal! Chantal, tu es là? La maison est fermée à clé. Les volets roulants sont baissés. Mais la voiture de Chantal est garée devant. Et c'est là qu'il voit de la fumée qui s'échappe d'une fenêtre. Pas un gros panache de fumée, mais de la fumée tout de même. Alors il appelle le 18. Oui, voilà, à Mérarques, chez Chantal D'Amato. D'Amato. Oui, voilà, faites vite, hein. Sauf que dans la précipitation, il a oublié de dire aux pompiers qu'il y avait le feu à l'intérieur. Et donc les pompiers débarquent sur place 5 minutes plus tard, avec une ambulance. Et vous auriez pu nous dire qu'il y avait le feu. Nous, on croyait qu'on venait pour un malaise. Ils appellent un camion en renfort, et en attendant, ils attaquent le feu qu'une emboleur c'est terrible, avec le tuyau d'arrosage du jardin. Ce qui fait que quand la grande échelle arrive, le feu est déjà éteint. Les pompiers pénètrent à l'intérieur de la maison. Hé, c'est un matelas qui brûlait. C'est pour ça qu'il y avait autant de fumée. Et là, ils s'approchent du lit. Et sur le matelas, ils découvrent un corps à moitié calciné. Une femme, dont les jambes sont attachées avec du gros scotch. Et c'est Chantal D'Amato, bien sûr. Elle est allongée sur le ventre. Ses yeux et sa bouche sont recouverts d'un gros scotch. Et le même scotch lui ligote les mains, les jambes et les chevilles. On pourrait croire qu'elle est morte étouffée. Mais non, elle est morte écorchée. La blessure est béante. Hé, viens voir. Dans la chambre d'à côté, par terre, il y a un autre corps de femme, mais plus jeune. Les mains, les genoux et les chevilles attachés avec du câble électrique. Et sur ses yeux, encore un morceau de gros scotch. C'est Audrey. C'est la fille de Chantal. Elle aussi a été égorgée. Et en plus, lardée de coups de couteau. À l'autopsie, on en comptera 29. 29 coups de poignard, dont 4 mortels. C'est un carnage. C'est une horreur. Mais quel est le taré qui a fait ça? Et pourquoi? Pourquoi tant de hargne? Pourquoi tant de rage? Le type qui a fait ça est un barbare. Ce sont les gendarmes qui prennent les choses en main. Dans le salon, ils trouvent un rouleau de scotch vide, des taches de sang sur un fauteuil, et par terre une sorte de bâillon constitué de bouts de scotch collés entre eux. Si tu veux mon avis, le supplice de la gamine, il a commencé là. Il a commencé dans ce fauteuil. La piste du cambriolage qui aurait mal tourné se referme tout de suite. Tout ce qui avait de la valeur est encore là. Il manque juste le téléphone portable d'Audrey. À part ça, il paraît clair que le ou les tueurs, on ne sait pas, ont cherché à effacer les traces.
On a mis le feu à 6 endroits différents de la maison. On dirait même qu'on a voulu la faire exploser, la maison. L'un des robinets de la gazinière est grand ouvert. Heureusement, il n'y avait pas de gaz. La bouteille était vide. Les experts de la gendarmerie, les TIC, passent 3 jours à ratisser la scène de crime. Et ils livrent tout un tas d'éléments au labo. Il est possible que nous ayons l'ADN du tueur. On a dégagé entre autres une empreinte sur les liens qui ont servi à ligoter la jeune fille. Excellent. Ils ont aussi trouvé un poil ou un cheveu près du corps de Chantal. Quant à l'arme du crime, le couteau qui a frappé Audrey 29 fois, le couteau avec lequel elles ont été égorgées toutes les deux, elle est introuvable. Quand les pompiers sont intervenus sur place, ils ont noté quelque chose de très intriguant. Moi, je suis formel. Hein. La porte d'entrée, elle était fermée de l'intérieur. Il y avait 2 verrous. Ils étaient fermés tous les 2. Et j'ajoute que l'entrebâilleur de la porte était engagé. Tiens. Et du coup, comment le ou les tueurs sont-ils sortis de la maison, sachant qu'en plus tous les volets roulants des fenêtres étaient baissés? C'est intriguant, mais finalement pas tant que ça, car les volets roulants sont électriques. Vous avez peut-être ça chez vous. Vous savez comment ça marche. Quand vous déclenchez la fermeture en appuyant sur le bouton, vous avez parfaitement le temps de vous glisser sous le volet, avant qu'il ne se referme derrière vous. Et ben voilà une énigme résolue. Au moins une. Parce que pour le reste, c'est assez mystérieux. Voilà 2 femmes a priori sans histoire qui ont été massacrées. 2 femmes sur lesquelles on a commis des atrocités. Pourquoi ? Alors, voilà ce que j'ai pu réunir comme info sur la mère et la fille. Je commence par la mère ? Ouais, allez-y. Alors, elle avait 53 ans. Jolie blonde, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Elle travaillait aux services sociaux de la mairie d'Aix-en-Provence. Ses collègues nous ont dit qu'elle aimait beaucoup son métier. Elle était veuve depuis quelques années, mais ça fait 2 ans qu'elle avait retrouvé quelqu'un. Mais elle vivait pas avec, même si c'était en projet. Et voilà, elle avait 2 filles. L'aînée volée de ses propres ailes. La seconde victime, Audrey, était la seule à vivre encore à la maison. Je vous dis ce que j'ai pu récolter sur elle, Audrey ? Allez-y, je vous écoute. Elle avait 24 ans, très jolie elle aussi. Les gens nous ont dit que c'était sa mère au même âge. Elle travaillait depuis 2 ans dans une société d'autocars. Elle était appréciée de ses collègues, comme de ses patrons. Depuis quelque temps, elle sortait avec un garçon. Tout semblait rouler entre eux. Voilà. Ok. Ça ne nous apprend pas grand-chose, tout ça. 2 vies absolument normales, rangées. Alors passons à leur emploi du temps dans les heures qui précèdent le crime. D'après ce que raconte une voisine de Chantal, la veille, elle est rentrée à 20h. Elle m'avait dit qu'elle allait passer le dimanche chez son compagnon. Quand elle est rentrée, elle est sortie promener son chien. Et j'ai rien remarqué d'anormal. Enfin, si quand même. Ce soir-là, j'ai vu une voiture, une 205 rouge. Elle tournait dans le quartier. Ça m'a un peu marqué parce que je ne l'avais jamais vue. Ouais, on se connaît tous ici, hein, forcément. À partir de là, entrons dans les hypothèses. C'est ce que font les gendarmes. Et on va se lancer aussi. Et si c'était à ce moment-là, pendant la promenade du chien, que le meurtrier était entré dans la maison. En général, Chantal ne fermait pas la porte à clé. Il en a peut-être profité. Elle rentre, il lui saute dessus, il lui bande les yeux et la bouche, il la couche sur le lit et il attend l'arrivée d'Audrey. On sait par son petit copain qu'elle a passé le week-end avec lui.
et qu'ensuite elle l'a déposé chez lui à Marseille, et qu'à 22h45, elle lui a envoyé un dernier SMS. Week-end magique, bisous, Audrey, magique, bof. Donc, Audrey arrive chez sa mère un peu avant 23h. Continuons nos élucubrations. Elle entre, elle ferme la porte d'entrée derrière elle, les deux verrous, elle va dans la salle de bain pour se déshabiller, et c'est là qu'il lui saute dessus. Il l'emmène dans la chambre, il la couche sur le lit, il la larde de coups de couteau et il l'égorge. On peut imaginer que dans la chambre d'à côté, sa mère entend sa fille mourir. Car l'autopsie est formelle, la mère est morte après sa fille. L'autopsie, d'ailleurs, je le précise, qui dit aussi qu'elles n'ont subi ni l'une ni l'autre aucune violence sexuelle. Voilà. En ce début d'enquête, c'est ce scénario qui tient la route. D'où il ressort que le sujet, l'objectif, c'était sans doute Audrey. C'était pas la mère. Et d'ailleurs, c'est sur Audrey qu'il s'est acharné. 29 coups de couteau. C'est Audrey qu'il voulait tuer. La mère, à ce stade, on peut imaginer qu'il l'a tuée parce qu'elle était là. On de la raconte, la suite de votre récit. Dans cette enquête, pour la première fois en France, les gendarmes font appel à un profiler. En français, on dit un analyste comportemental. En l'occurrence, une analyste comportementale, une capitaine, qui appartient au tout nouveau département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale. Vous connaissez mon scepticisme en la matière? Je ne crois pas au profiler. Mais admettons que je sois un abruti et un indécrottable scrogneugneux. Voyons à quoi aboutit cette capitaine. Ça mange pas de pain. Alors, en premier lieu, je pense que le meurtrier connaissait ses proies, qu'il les a espionnés longtemps, qu'il les a observés de loin. Je pense aussi que c'est Audrey qui était sa cible et que Chantal a été tuée accessoirement. Je pense que c'est dans l'environnement d'Audrey qu'il faut chercher, sachant qu'à mon sens, le tueur habite la région. Peut-être qu'il a déjà été condamné pour agression sexuelle ou pour voyeurisme. Et le profil de cet homme, capitaine, je dirais entre 25 et 35 ans. Il vit probablement seul. Son niveau d'intelligence est, je dirais, entre moyen et normal. Son adaptation sociale est bonne, bien qu'il puisse être discret et réservé. Moi, je vous recommande de vous intéresser aux hommes de l'entourage d'Audrey, qui auraient voulu, à un moment donné, sortir avec elle, par exemple. Des discrets, qui ont l'air de passer inaperçus et qui sont dans son environnement professionnel ou amical. Eh ben, dis donc, voilà une profileuse qui ne se cache pas derrière ses certitudes. Ondelat? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ondelat, arrête de te moquer des profilers. Enfin, si ça se trouve, elle a raison. Attends au moins la fin de l'histoire pour te payer sa poire. Ok. Faute de grippe, mangeons donc du merle. Intéressons-nous à l'entourage d'Audrey comme elle le préconise. Audrey était employée depuis 2 ans dans une entreprise de transport, les Cars du Pays d'Aix. Univers très masculin. Ses collègues ne disent que du bien d'elle. Et ils ont une piste à proposer. Et vous devriez vous intéresser à son portable. Depuis quelque temps, elle recevait des appels à numéro masqué. C'était un type qui débitait des propos salaces. Les gendarmes identifient le plaisantin, ça prend 5 minutes. C'est un abruti qui a chippé le numéro d'Audrey par le demi-frère de sa petite amie. C'est une blague de potage. Rien de plus. C'est à ce moment-là que tombent les résultats des analyses ADN. On a retrouvé des traces à 3 endroits. Sur la baie vitrée, sur l'un des liens qui a servi à attacher Audrey,
et sur un cordon du peignoir de Chantal. Les 3 ADN appartiennent à un même homme. Malheureusement, il n'est pas répertorié dans le fichier. Alors, le juge décide de pratiquer un test ADN sur tous les hommes du voisinage, sur tous les amis, sur tous les hommes de la famille. 250 tests. Pour rien. Et le temps passe. Et l'année 2003 s'achève. Et l'enquête est au point mort. On ne voit pas comment elle peut avancer. Sauf s'il récidive. C'est une autre affaire, figurez-vous, qui fait rebondir cette enquête. À Pertuis, dans le Vaucluse, à 10 km de Mérarques, le matin du 2 février 2004. Il est 8 heures, Muriel Montborne est dans son appartement, seule. Et d'un coup, plus d'électricité. Alors elle sort sur le palier pour aller voir le compteur, et là un homme lui saute dessus et la plaque au sol. Va prendre une douche. Et mets tes dessous. Sinon je te plante un couteau dans la gorge. Elle le reconnaît tout de suite, cet homme. C'est son beau-frère, Ponce. Il a l'air complètement fou. Il lui ordonne de se déshabiller, il lui attache les jambes et les bras avec une rallonge électrique, et il lui dit « Je vais faire un carnage avec toi. » Et il la viole sous la menace d'un couteau de cuisine. Seulement voilà, un voisin a entendu du bruit. Et il a appelé la police, qui déboule toute sirène hurlant. Le beau-frère s'enfuit par le balcon, et avant il lui dit « De toute façon, je te retrouverai. » Sauf que les flics sont sous le balcon et qu'il se fait pincer. Ponce Godissart, c'est son nom. En garde à vue, il dit qu'il a voulu humilier sa belle-sœur. Ça fait longtemps qu'elle me regarde de haut. J'ai voulu lui donner une bonne leçon. C'est tout. À 17 ans, il a agressé une voisine. Il lui a imposé des attouchements. Ça s'est réglé, en famille. Le père lui a donné une bonne raclée et ils n'ont pas prévenu la police. Comment on le sait alors? Attends, 3 ans plus tard. Il s'introduit par effraction chez la femme de son patron. Il tente de la violer, elle le raisonne, il s'enfuit. C'est pas fini. En 1979, il s'introduit dans une loge de concierge, il a enfilé une cagoule, il tente de la violer. Un voisin débarque, il est arrêté, et il prend un an de prison, dont 4 mois ferme. 5 ans plus tard, il récidive à Marseille. Il viole une marchande de journaux sous les yeux de son fils de 4 ans. Il dit qu'il ne supportait plus ses sourires aguicheurs. Il écope de 10 ans de prison. Il en fait 6, il sort, et là, il viole sa belle-sœur. Ça vient de se passer. Elle me déconsidérait, à cause de tout mon passé. J'avais pourtant payé ma dette à la société, mais je sentais bien que pour elle, j'étais toujours un délinquant, quoi. Sacré Sigomar. Et donc, puisqu'il travaille aussi à la compagnie des cars du pays d'Aix, ce Ponce Godissart a-t-il aussi tué Chantal et Audrey D'Amato. Le 12 février 2004, il est placé en garde à vue. Monsieur Godissart, où étiez-vous le 30 mars 2003, au soir? La question est précise et la réponse aussi. 1 an plus tard, il s'en souvient parfaitement. J'ai regardé un film sur TF1 avec Angelina Jolie, bonne collector. Je peux vous raconter la fin. Je suis pas sorti de chez moi. Et le lendemain non plus, je suis pas sorti. J'étais en récup. Je suis allé bosser le mardi matin. C'est tout. Si je vous demande ce que vous avez fait précisément il y a 1 an pile, sauriez-vous répondre aussi précisément? Non. Ça sent la Libye bidon. Mais les gendarmes n'attaquent pas cet interrogatoire sans biscuit.
Vous dites que vous n'êtes pas sorti de chez vous. Alors pourquoi est-ce que vous avez consulté le répondeur de votre téléphone fixe 2 fois? Puisque vous n'êtes pas sorti de chez vous, monsieur. Il n'a pas d'explication. Les gendarmes perquisitionnent son studio à Aix-en-Provence. Ils trouvent plusieurs rouleaux de scotch du même type que ceux utilisés lors du carnage de Mérarc. Quant à sa voiture, c'est une 205 rouge vif. Et ça colle pile poil avec le témoignage de l'une des voisines de Chantal D'Amato le soir du carnage. T'es coincé, mon coco. Il ne reste plus qu'à te faire passer un test ADN. Et oui, on a un ADN dans l'affaire D'Amato. Malheureusement, il a déjà été testé, comme tous les chauffeurs de bus de la compagnie des cars du pays Tex. C'est pas son ADN qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Et donc, au bout de 12 heures de garde à vue, il est relâché. Il est relâché, mais les gendarmes le gardent à l'œil. Et il se replonge dans le dossier D'Amato. Et dans les entrailles de l'ordinateur professionnel d'Audrey, il tombe sur un document qui pourrait révéler le mobile du double meurtre. Audrey, qui est secrétaire, répond sous la dictée de son patron à un courrier du procureur de la République. Le procureur veut des renseignements sur Ponce Codissar. Il n'a pas payé les indemnités qu'il doit à la victime du viol de 1994. C'est Audrey qui, à la demande de son patron, répond au procureur. Du coup, est-ce qu'il ne l'a pas tuée parce qu'elle savait? Parce qu'elle savait pour son passé. Ça fait un mobile, ça. Un sacré mobile. Ponce Codissar est de nouveau placé en garde à vue. Mais ne comptez pas sur ses aveux. Je suis pas un monstre, quand même. Il n'en dira pas plus. Il est tout de même mis en examen et écroué. Le juge est convaincu qu'il est l'auteur du carnage de Mérarc. Ponce Codissar est en prison dans l'attente de son procès. Le juge est en train de boucler son dossier. Et là, il tombe sur une autre affaire qui remonte à il y a 3 ans. Une affaire qui pourrait l'impliquer. Oui, je découvre donc il y a 3 ans son oncle qui s'appelle Laurent Gaudissart et sa fille Sabine ont été retrouvés morts dans leur appartement après un incendie, figurez-vous. C'est troublant, non? Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est très troublant, hein, monsieur le juge. Attendez, c'est pas tout. L'oncle avait reçu des coups de couteau. Et sa fille Sabine avait été retrouvée pendue à des câbles électriques. Donc à l'époque, on avait conclu un drame familial. Sabine avait tué son père et s'était suicidée. Mais bon, quand même, à la lumière de ce qui s'est passé depuis, moi j'ai des doutes. Hein. J'ai de gros doutes. Hein. Nous aussi, on a des doutes. Le couteau, le feu, les câbles électriques, ça fait beaucoup de points communs. Alors le juge reprend le dossier dans l'espoir de lui coller aussi ses meurtres sur le dos. Mais 3 ans plus tard, il n'est pas arrivé à collecter suffisamment de preuves. Ponce Codissar nie, évidemment. Il est obligé de renoncer. C'est donc uniquement pour le meurtre de Chantal et Audrey D'Amato que Ponce Codissar comparaît devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en juillet 2008. Entre-temps, il a été jugé bien sûr pour le viol de sa belle-sœur. Il a pris 15 ans. Ça va peser, bien sûr. C'est un procès délicat, genre roulette russe, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de preuves formelles contre lui. Ça n'est pas son ADN qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Et lui n'a pas avoué. Donc ça passe ou ça casse. Ou il est condamné à perpète, ou il est acquitté. Et il le dit d'entrée. C'est vrai, mon passé plaide pas pour moi. À partir de là, quoi que je dise, je pense que c'est un peu comme qui a bu boira, quoi.
Mais je les ai pas tués. Je suis innocent. Et dans ce procès, j'espère faire entendre ma voix. Ce que j'ai jamais pu faire pendant 5 années d'instruction. Une instruction qui a été menée à charge. Vous entendez? À charge. Au sujet de ses relations avec Audrey D'Amato, il dit « Je la voyais une fois par semaine. C'est elle qui me remettait les tickets de ma ligne de bus. Et puis on se voyait dans l'Algeco avec les chauffeurs et les secrétaires toutes les semaines pour le déjeuner d'équipe. Mais c'est tout. Sa vie, bien sûr, est racontée, commentée, disséquée. C'est toujours comme ça que commence un procès d'assises. On parle de son père. J'ai connu une jeunesse d'humiliation, avec un père violent, qui pichait sec, en faisant paravent pour protéger ma mère. Et en général, c'était moi qui m'en prenais une. Il parle aussi des gamins qui le charriaient dans la cour de l'école. Il me disait « Casse-toi, Gaudissart, tu pues, t'es dégoûtant, on veut pas jouer avec toi. » À un moment donné, bien sûr, on se demande s'il est fou. Les experts psychiatres sont formels. Ponce Gaudissart n'est affecté par aucun dysfonctionnement psychique. Si c'est lui, il a agi en toute connaissance de cause. C'est un acte conscient. Il est muni de son libre arbitre. À la fin, l'avocat général, malgré l'absence de preuves, requiert 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. À l'opposé, son avocat plaide l'acquittement. Et c'est l'avocat général qui emporte l'intime conviction des jurés. Ponce Gaudissart est condamné à 30 ans de prison. Il ne pourra pas sortir avant 20 ans. Comme il se dit innocent, il fait appel, bien sûr. Et là, il se passe quelque chose de très inhabituel. Il y a du nouveau. Vous vous souvenez de l'ADN retrouvé dans la maison de Mérard? Ça n'était pas le sien. Et on n'avait pas identifié son propriétaire. Eh bien, on vient de lui mettre un nom. Un type qui vient de rentrer au fichier pour des violences conjugales. Un certain Philippe L., domicilié dans le Nord. Incroyable rebondissement. Et si c'était ce Philippe L. qui avait tué Chantal et Audrey D'Amato, Ou alors si c'était un complice de Gaudissart. Entre les deux procès, l'enquête reprend. Donc, on interroge Philippe L. On fouille son portable, sa carte bleue. Il n'était pas à Mérarques le jour du crime. C'est certain. Alors pourquoi retrouve-t-on son ADN sur la scène de crime? C'est difficile à dire. Peut-être une erreur du labo de la gendarmerie, une pipette contaminée, un plan de travail mal nettoyé, un mélange accidentel d'ADN. Bref, une cagade de la police scientifique. Et en mars 2011, vient le procès en appel. Je vous dispense des détails. Il se termine par un verdict encore plus lourd. Ponce Gaudissart prend perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il est mort en prison en 2019 à l'âge de 63 ans, après 15 années de détention. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le double meurtre en 2003 à Mérarques, près d'Aix-en-Provence, de Chantal et Audrey D'Amato, égorgés par un homme qui s'appelle Ponce Gaudissart et qui a bien failli ne jamais être arrêté. Et je suis pour débriefer cette histoire avec vous, maître Patrice Reviron du barreau d'Aix-en-Provence, avocat de la partie civile dans ce dossier. Vous défendiez les intérêts de la famille des deux victimes. Ce procès, est-ce qu'à cause de cette histoire d'ADN, quand il commence, il y a un risque pour vous d'acquittement? Oui, c'est évident. C'est évident parce que c'était une défense en or pour Ponce Gaudissart que de dire que cet ADN qu'on retrouve quand même
dans la chambre de Chantal, sur sa robe de chambre, un poil sur sa robe de chambre, sur les liens d'Audrey, qui sont en fait des fils électriques du téléphone de la maison, et donc qui ont servi à attacher Audrey, et sur le lieu de fuite, donc comme vous l'avez très bien expliqué, qui est cette fameuse baie vitrée avec ce volet roulant. Donc évidemment qu'on pense immédiatement que cet ADN, sur 3 indices signifiants, on a fait une centaine d'analyses ADN dans ce dossier, il n'y a que de l'ADN sur ces 3 indices, on pense que c'est nécessairement l'auteur ou un co-auteur ou un complice, mais ça a forcément un lien. Et donc quand Poncet Gaudissart arrive devant la cour d'assises pour le premier procès, évidemment que sa défense, c'est avant tout de dire « ça n'est pas mon ADN ». Vous vous êtes fait quelle religion, vous, sur la présence x3 donc de cet ADN qui n'est pas le sien? Une faute du labo, mais alors que faisait l'ADN de ce Philippe L au labo? Alors ça, on ne le sait pas au début, c'est-à-dire que pour le premier procès, on n'était pas informé. Et donc moi, j'avais développé une théorie qui semblait tenir la route, c'est-à-dire qu'en fait, l'ADN qui est retrouvé sur la baie vitrée était retrouvé sous une empreinte digitale. Alors cette empreinte digitale, elle avait été retrouvée sur une radiographie qui était dans une commode dans la chambre de la mère. Et c'était nécessairement un proche pour moi qui avait touché cette radiographie, qui n'avait a priori pas été touché par l'auteur des faits, c'était vraiment rangé dans un coin totalement à part. Et donc, puisque c'était un ADN que l'on avait retrouvé, un profil génétique qu'on avait retrouvé sous une empreinte digitale, j'en avais déduit que c'était un proche qu'on n'avait pas retrouvé, on n'avait pas retrouvé ce proche grâce à son empreinte digitale, mais que c'était un poil qui était sur la robe de chambre, c'est un proche, et le fil électrique était un fil électrique qui appartenait au téléphone de la maison, et donc là aussi, un proche. Donc pour moi, c'était l'ADN d'un proche, et donc on pouvait exclure que cet ADN est un lien direct avec les faits, et donc on pouvait s'interroger sur la culpabilité de Poncet Gaudissart. Mais ce Philippe L, quand il apparaît au procès en appel, on arrive à trouver le rapport qu'il a avec Chantal et Audrey D'Amato? Alors, il n'y en avait aucun. En réalité, ce qu'on a découvert, c'est que c'est au laboratoire que le même laboratoire, 3 mois avant, avait étudié l'ADN de ce Philippe L dans une histoire de viol qui n'avait pas donné lieu à une inscription au fichier national, puisqu'à l'époque une simple suspicion ne suffisait pas, et donc n'étant pas rentré au fichier national, on n'avait pas pu l'identifier, et ce même laboratoire qui a travaillé sur l'ADN de Philippe L va ensuite utiliser un élément contaminé pour faire les analyses dans le dossier de Poncet Gaudissart. Donc il n'y a pas de preuve formelle dans ce dossier. Qu'est-ce qui, selon vous, emporte la conviction des jurés? Alors, en réalité, on a une empreinte globale de ce que fait Poncet Gaudissart. C'est-à-dire qu'on a son passé, on a surtout l'événement que vous avez raconté, qui est ce viol de son ex-belle-sœur en 2004, et le mobile qui a provoqué la rage de Poncet Gaudissart, puisqu'en réalité, c'est quelqu'un qui se focalisait sur certaines femmes de son entourage, soit de son entourage proche, soit des femmes qu'il avait croisées, et qui étaient complètement obnubilées par elles, jusqu'à les suivre, jusqu'à les épier pendant de très longues heures. Et ce qui pouvait déclencher sa rage, et ce que l'on savait, puisqu'il l'a expliqué pour l'affaire de 2004, le viol de son ex-belle-sœur, c'est qu'en fait, il y a le fonds de garantie qui, dans l'affaire de sa condamnation d'assises précédente pour viol, réclamait de l'argent auprès de son employeur. Et ça le met en rage. 12 jours après, il s'attaque à son ex-belle-sœur. Et en réalité, ce qu'on va découvrir dans le dossier de Chantal et Audrey, c'est que Audrey a eu entre les mains le même type de document 1 an avant. Et donc Audrey savait que c'était un délinquant sexuel, quoi. C'est ça qui emporte la conviction. Et on sait qu'elle lui a parlé, et on sait aussi qu'il était très attiré par Audrey, parce qu'à chaque fois, il y a un mobile sexuel chez Poncet Gaudissart. C'est-à-dire qu'en fait, il était amoureux secret de Audrey. Il a même dit et très clairement exprimé qu'il avait une certaine attirance pour elle. Ça, c'est des choses qu'il a pu reconnaître. Et il avait nié pendant très longtemps qu'il avait pu avoir un contact direct avec Audrey par rapport à ce document. Et c'est uniquement dans le procès d'appel qu'il a fini par reconnaître qu'effectivement, Audrey lui en avait parlé. Mais quand même, il les viole pas. C'est-à-dire que vous parlez d'une motivation sexuelle, il n'est pas allé au bout. Alors, moi je pense qu'il est allé au bout. C'est pas. Et que le légiste ne l'a pas vu.
Ça se voit pas puisqu'a priori c'est plutôt de type rapport oraux et en réalité je pense que lorsqu'il enlève le bâillon d'Audrey, c'est pas pour rien. Celui qu'on trouve au pied du fauteuil. C'est ça. Il y a quelque chose de démesuré quand même dans cette affaire entre je ne veux pas qu'on révèle mon passé de délinquant sexuel et le fait d'égorger 2 femmes et de planter à l'une 29 coups de couteau. Un seul coup de couteau bien placé lui suffisait. On dirait un homme qui ne se contrôle plus. C'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il disait, donc quand il disait qu'il était motivé par cette histoire du fonds de garantie qui revient dans sa tête de façon incessante parce que c'est une dette, On fait une petite pause, maître Patrice Reviron, pour expliquer ce que c'est que le fonds de garantie. Donc quand vous êtes indemnisé, que la justice dit madame qui a été violée mérite tant d'argent en compensation, c'est l'État qui paye et après il se rembourse. C'est le fonds de garantie qui paye et après il se rembourse auprès de l'accusé. Voilà. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui crée dans son esprit ce mobile. C'est ce qui va engendrer une rage et une volonté d'humilier. Lui se sent humilié et donc il doit humilier en retour. Et il va humilier ces femmes qu'il aime et qu'il ne l'aime pas. Et en fait, cette érotomanie, puisqu'il y a un psychiatre qui, à l'audience d'appel, a placé un mot qui, à mon sens, dit toute la personnalité de Poncet Gaudissart. C'est un érotomane, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'imagine que quelqu'un d'autre est amoureux de lui de façon très intense, ce qui n'est pas vrai. Et quand il s'aperçoit que c'est pas vrai, il devient très violent. Et cette violence a été déclenchée par un élément qui l'humilie. Et donc cette humiliation, il va la traduire sur Audrey. Chantal, il ne la touche quasiment pas. Il prononce pas le mot de psychopathe, l'expert psychiatre? Mais pas du tout. C'est très curieux. Je vous avoue franchement que dans ce dossier, alors qu'il avait un papier qui remontait... Oui, clairement. Mais voilà, c'est intriguant. De même que le profilage dont vous avez parlé également était absolument incroyable parce que effectivement, quand on calque la personnalité de Poncet Gaudissart, à part l'âge, c'est la seule erreur. À part l'âge, elle s'est trompée sur l'âge. Mais j'avais tort de me moquer d'elle. Tout le reste était vrai. Alors, moi, j'ai jamais utilisé ce profilage comme étant un élément de preuve, mais je vous avoue que, tout comme vous, j'étais particulièrement troublé par l'exactitude de tout ce qui est décrit dans ce profilage par rapport à la personnalité de Gaudissart telle qu'on va la découvrir. Elle a même dit que c'est quelqu'un qui pouvait être divorcé, avoir un enfant, ce qui était son cas. Enfin, c'était exceptionnel. Bravo donc à cette capitaine profileuse, allons au bout de l'anglicisme. Merci beaucoup, maître Reviron du barreau d'Aix-en-Provence. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.